Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le tyran Ferrand, Conseil constitutionnel, rétablit les ZFE. Un coup d'État contre le peuple. Patrick Bruel, tout le monde savait. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Al Rythme, Pierre-Louis Garnier, Thomas Bouchard, GM et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. C'est tombé, un scandale. Le Conseil constitutionnel rétablit les ZFE. Nombreux dans la réinformation qui avaient annoncé ce scénario noir. Mais comment est-ce possible ? L'Assemblée nationale avait voté l'abrogation de ces ZFE. Vous savez, les ZFE, c'est l'apartheid économique. Oui, de quel droit le Conseil constitutionnel ? Voyons voir. D'abord, il y a les traîtres, socialos, verts et macronards. ZFE, le recours de députés socialistes et des écologistes, le Conseil constitutionnel avait aussi été saisi par 70 députés issus largement du camp gouvernemental, opposés à la disparition d'un marqueur de la présidence Dupoudré, initié en 2019, étendu en 2021 par les macronards. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'abrogation des ZFE est un cavalier législatif, ce qui signifie que l'abrogation des ZFE n'a pas de rapport suffisant avec le texte initial. Selon l'article 45 de la Constitution, une disposition législative doit présenter un lien, même indirect, pour être recevable. Si on comprend bien, quelques bobos qui haïssent la grande majorité du peuple français ont demandé au Conseil constitutionnel de trouver des arguties pour rétablir les ZFE. Rappel quand même, 80% des Français sont contre ces ZFE. L'Assemblée nationale a voté contre. La démocratie était clairement exprimée avec l'abrogation des ZFE. Eh bien, le Conseil constitutionnel a malgré tout trouvé un joker, le cavalier législatif. Seulement, il faut, pour qu'il y ait cavalier législatif, que l'abrogation des ZFE n'ait rien à voir avec la loi qui était présentée à l'Assemblée nationale. Voyons voir. Supprimer les ZFE pouvait se défendre comme une mesure de simplification administrative. Pour faire simple, l'abrogation des ZFE s'intégrait parfaitement dans la loi de simplification administrative. L'abrogation des ZFE n'est donc pas un cavalier législatif. Ferrand et sa bande ont tordu la Constitution une fois de plus. D'ailleurs, voyez toutes les simplifications que l'abrogation des ZFE aurait pu permettre. Les collectivités locales, métropoles, n'auraient plus l'obligation de créer et de gérer ces zones, contrôle, vignelles, critères, dérogations, verbalisation, etc. Les entreprises et particuliers n'auraient plus à faire face à des restrictions de circulation, ce qui réduit des contraintes pratiques et des coûts indirects, changement de véhicule, amende, etc. Dans un texte global de simplification de la vie économique, on pouvait y voir un allègement de normes environnementales perçues comme contraignantes. Le Conseil constitutionnel a agi contre les intérêts du peuple et de la nation. Une fois de plus, Richard Ferrand tord notre Constitution pour servir les intérêts de l'Union européenne, d'Emmanuel Macron et de quelques bobos décérébrés. Il tord notre Constitution contre la démocratie. Il y avait eu un précédent gravissime en 2021. C'est lorsque Lolo Fabius, ancien président du Conseil constitutionnel, avait validé le pass sanitaire. Fabius a reconnu quelque temps après que ce pass était purement et simplement anticonstitutionnel. Mais la validation du pass était, selon Lolo, monsieur sans contaminé socialiste, Al-Nostra fait du bon boulot, d'une urgence sanitaire. Le pass, une urgence sanitaire ?
pour un produit qui ne protégeait ni de la transmission ni de l'infection. Abominable personnage. Richard Ferrand récidive donc et valide ces ZFE qui sont d'ailleurs une mesure purement et simplement anticonstitutionnelle. Pourquoi ? Parce que ces ZFE remettent en cause l'égalité des citoyens et le droit à la circulation. Les ZFE mettent en place des zones d'exclusion, ce qui est purement et simplement, je le répète, anticonstitutionnel. On pourrait me rétorquer, mais il y a une urgence climatique, un peu comme il y a une urgence sanitaire. Voyons voir. Tu entretiens parfaitement ton véhicule. Ton véhicule consomme peu. Ton véhicule passe tous les contrôles techniques, dont celui anti-pollution, de plus en plus exigeant. Oui, mais voilà, ton véhicule a cette vignette sur le pare-brise. Tu vas devoir marcher à Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier ou acheter une autre, plus récente et bien plus chère. L'Assemblée nationale avait voté contre les ZFE. Une grande majorité des Français sont contre les ZFE. Le Conseil constitutionnel vient de les rétablir. On comprend qu'il s'agit d'une décision plus idéologique et politique que juridique. C'est une aberration écologique, sauf pour les escrologistes qui ont pondu une telle loi et surtout l'Union européenne. Il faudra y penser la prochaine fois que tu iras voter. Il n'y avait qu'un Richard Ferrand pour rétablir les ZFE. Et oui, la vie de Richard, c'est une succession de magouilles et d'affaires douteuses. Rappel, Richard Ferrand est nommé au Conseil constitutionnel à cause de l'abstention du Rassemblement national. Il est impliqué dans l'ingérence de l'Élysée sur une enquête Covid. Il est favorable à un 3e mandat pour Emmanuel Macron et il a été empêtré dans une affaire absolument dégueulasse des mutuelles de Bretagne. Il avait fait acheter pour sa maîtresse des locaux. Vivement le jour où ils devront rendre des comptes, car un jour ça arrivera, c'est inévitable. Quant au Rassemblement national qui se plaint de Richard Ferrand, il faut peut-être leur rafraîchir la mémoire. Richard Ferrand approuvé au Conseil constitutionnel grâce à l'appui du RN. À une voix près, l'ancien président de l'Assemblée nationale a évité le veto des 2 assemblées. L'abstention du RN a été décisive. Pour passer cette étape, droite et gauche dénoncent un accord secret. Ah, un accord secret en douce. Et oui, les experts susurraient que si le RN s'abstenait, Macron faisait en sorte que la justice ne condamne pas Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité. Beau résultat, puisque Marine a été condamnée, elle est inéligible. À l'époque, on avait hurlé contre cet accord, on avait hurlé contre le Rassemblement national et on avait prédit que Richard Ferrand au Conseil constitutionnel allait être un coup d'État permanent. Parfois, on aimerait avoir tort. Petit rappel, victoire du non, référendum 2005 sur un projet de constitution. Eh bien, on a eu un passage en force. Vote de l'Assemblée nationale contre le Mercosur. Passage en force de l'Union européenne, suppression des ZFE, abrogation du Conseil constitutionnel. Le référendum sur l'immigration, eh bien, il y a eu un refus, ça a été interdit par le Conseil constitutionnel. La caste européiste socialiste en guerre contre les peuples. Coup de gueule d'Emmanuel De Villiers. Pas être d'accord avec mon point de vue, mais je dis c'est scandaleux, c'est une honte, c'est soviétique. C'est pas la peine d'avoir liberté marquée sur les mairies. Dans les années 70, on circulait en ville, on stationnait, on laissait quasiment les clés sur le volant. Maintenant, il n'y a plus de stationnement. Et lorsque le journaliste lui dit « Oui, Emmanuel, tu vas pouvoir respirer mieux grâce aux ZFE », moins de pollution de rien du tout, lui répond Emmanuel. C'est un truc d'escrologiste. Et vous savez pourquoi ? Parce que le bilan carbone de ces bobos de centre-ville est supérieur aux Français des zones périphériques. Autrement dit, ceux qui polluent le plus font payer à ceux qui polluent le moins. Un truc de socialiste. Notre premier sinistre, le cornu, comique troupier. La France et l'Europe doivent demeurer des sanctuaires pour l'état de droit.
menacé aujourd'hui par les populistes, les régimes autoritaires et par ceux qui ne reconnaissent la règle commune que lorsqu'elle leur est favorable. Non mais faut qu'il arrête le cornu de dire des choses pareilles. Il perd toute crédibilité. Macron bafoue la Constitution quotidiennement. La grosse commission n'est pas élue par les peuples européens et mène une politique qui va à l'encontre des intérêts nationaux et qui, d'ailleurs, toutes ces mesures sont refusées par le peuple. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de voir ce qui s'est passé par les ZFE. Et ce même le cornu n'est pas légitime puisqu'il n'a pas de majorité. Faut oser quand même. Sébastien Lecornu ce jour. Il n'y aura pas de proposition d'augmentation d'impôts. Traduction, attendez-vous au pire de la part de ces camés des taxes. Cette plaisanterie va-t-elle durer encore longtemps ? Lecornu, depuis 7 mois, met en scène son impuissance. C'est toujours le même discours. Je ne peux rien faire et je n'ai rien à vous proposer. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il a quelque chose à nous proposer. Sa démission. Hier, j'accusais Le Poudré de maquiller la vérité. Ah, Le Poudré, il ose tout. C'est même à cela que l'on le reconnaît. Champion d'Europe de l'attractivité économique. Je vous renvoie d'ailleurs à mon numéro d'hier pour cet énorme bobard. Faillite en hausse, chômage en hausse, économie en berne, explosion du déficit, augmentation des taux d'intérêt, et l'autre Benet vante l'attractivité française face à l'Allemagne et l'Angleterre qui sont au fond du trou. Un vrai maboule. C'est tellement énorme comme délire que tous les économistes ont été obligés de calmer le perturbé Damien. Dans le Figaro, l'activité française enregistre son plus fort recul depuis 5 ans et demi en mai. L'indice PMI Flash publié par S&P Global montre une nette dégradation de l'économie française portée par un ralentissement marqué du secteur privé. Sur Europe 1. La dette arrivant à échéance, celle qu'il faut refinancer, elle présentait des taux moyens à 1,6% et elle va être remplacée par des taux de l'ordre de 4% pour financer les déficits. Donc ça va coûter beaucoup plus cher. En 2032, on arrive à un coût de la dette faramineux à 147 milliards d'euros à l'horizon 2032. Donc sur l'année, ça fait 4,1% de la richesse nationale. C'est gigantesque et c'est la faute d'Emmanuel Macron. Oui, on parle bien de celui qui nous a été vendu comme le Mozart de la finance. Et aujourd'hui, on voit un maboule, Mozart de la faillite, qui ose se vanter de 3 projets foireux. L'excellent Philippe Murer. Les fake news sur l'économie instillées dans le débat public. Est-ce que la France coule seule ou est-ce le cas de tous les grands pays européens ? La réalité, toute l'économie de l'Union européenne coule, pas seulement la France. Le problème principal, c'est l'Union européenne et en sortir pour s'en sortir. Et vous pouvez vérifier par vous-même. On se rend compte donc qu'on a un pyromane à l'Élysée et que c'est ce type qui doit affronter la crise qui arrive. Marc Toiti. L'inflation va bientôt dépasser les 4%. RTL France, sans solution au Moyen-Orient, le marché pétrolier pourrait basculer en zone rouge cet été. Cela fait des semaines que Jacques Sapir ou Philippe Murer, notamment, alertent sur ce sujet et sur les réactions en chaîne que cela va produire. Et on emploie toujours le conditionnel. On minore, on ne veut pas vraiment voir le réel. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Et c'est là où l'on mesure la faute historique des LR, des socialistes, des Verts, de la France Insoumise et du Rassemblement National qui ont laissé Macron et ses sbires au pouvoir. Oui, une faute historique. Un pays sans gouvernement. Chapeau l'artiste, le gouvernement donne l'impression d'agir, de négocier et de trancher. Les médias suivent le spectacle. Mais le cornu n'a pas de majorité, on est dans un blocage total. Sans majorité à l'Assemblée, aucune décision majeure n'est possible. Les grands sujets sont abandonnés. Il n'y a pas d'argent, le quoi qu'il en coûte a vidé les caisses. Il ne reste que des mesurettes et des aides saupoudrables. Et il n'y a pas vraiment d'équipage. Comme un chômeur qui ferait semblant d'aller travailler, le gouvernement entretient l'illusion.
Le bateau est en pleine tempête, sans réel équipage. Remarquez, cela n'empêche pas le cornu Emmanuel Macron d'être omniprésent dans les médias. Il communique d'ailleurs sur quel sujet ces deux-là? Eh bien, sur l'accessoire, l'inutile, le dérisoire. On le sait, ils n'ont plus la majorité à l'Assemblée nationale et le vrai pouvoir est à Bruxelles. Cela devient caricatural. Et lorsqu'ils ont un peu d'influence, c'est épouvantable. Saccage des vitraux de Notre-Dame, non au caprice présidentiel à 4 millions d'euros. Le seul pouvoir qui reste à Macron, vous l'avez compris, c'est le pouvoir de nuisance, le saccage blasphématoire de notre patrimoine le plus sacré. Et puis, il y a distribuer la rente et cadenasser les institutions, replacer les petits copains. De l'Élysée à France Télévisions, Delphine Ernotte recrute l'écrivain Baptiste Rossi, plume du poudré. Eh oui, le poudré recase, c'est mignon, à France Télévisions. C'est quoi la prochaine étape? Bribri, patronne de Radio France? La pieuvre macronarde étend ses tentacules. La même semaine, Emmanuel Macron a nommé Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France et Marc Guillaume au Conseil État. Marc Guillaume mouillé dans l'affaire Olivier Duhamel. Lorsque Emmanuel Macron ne place pas ses petits copains à tous les postes, il clive les Français. Le poudré soutient l'abrogation du Code noir et évoque sa réflexion inachevée sur d'éventuelles réparations. Inachevé, c'est en effet l'adjectif qui va le mieux à Emmanuel Macron. Macron abroge un texte qui n'existe plus depuis 3 siècles. Pense-t-il également donner des réparations capillaires aux femmes qui se faisaient tirer les cheveux par les Cro-Magnons, voire demander des réparations aux Italiens qui ont zigouillé Vercingétorix? Là, il doit prendre son pied, le poudré, monter les Français contre les Français, instrumentaliser la mémoire. C'est son sport favori. Le poudré plus toxique que le virus Ebola. Le dossier Patrick Brubru. Ils ont quelque chose en commun tous les deux. Quoi donc? Eh bien, tout le monde savait. Jamais laisser une femme seule avec Brubru, le monde du cinéma brise le silence à son tour. Il faut dire qu'avec les nombreuses affaires judiciaires qu'il avait aux fesses et ses déclarations, cela ne faisait pas beaucoup de doute. DSK avait une sexualité débridée, ok, mais au final, qu'a-t-il fait de mal? Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Miller, DSK, Patrick Bruel, Richard Berry, Olivier Duhamel. Tout le monde savait, mais tout le monde se taisait. Mais que se passe-t-il dans ce monde de la gauche bobo? Bon, je récapitule. Nous avons donc Emmanuel Grégoire, maire de Paris, accusé d'être depuis 2015 informé d'agression d'enfants dans le périscolaire, qui demande à Patrick Bruel, accusé de harcèlement sexuel ou d'agression, de mettre entre parenthèses sa carrière. Assez ironique, en effet, sur le sujet coup de gueule de Régis de Castelnau. Comment Emmanuel Grégoire a-t-il été élu malgré les scandales du périscolaire? Mais bon sang de bonsoir, ce qui n'est pas normal, c'est que les Parisiens ont voté pour ce type. C'est quand même extraordinaire, mais qui sont ces électeurs? Eh bien, c'est la question que l'on s'est posée avec Antoine, les entretiens de Louis et d'Antoine. Bonjour Antoine, aujourd'hui un entretien sur quelque chose que nous apprécions, les bons bourgeois français. Mais attention, un terme un peu piégeux, parce que bourgeois au départ, c'est tout simplement celui qui habite le bourg, c'est-à-dire la ville. Ça n'a rien à voir avec la définition qui a été donnée par la suite. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, effectivement, enfin, on peut aujourd'hui voir une suite logique, puisque effectivement, le bourgeois, en général, habite en ville, on va pas se le cacher. C'est ce qu'on voit sociologiquement dans les votes. Ça va être soit d'un côté les macronistes, ceux qui ont voté macroniste ou LR, hein, et à Paris, par exemple, ceux qui vont voter aussi LFI. C'est les deux sortes de bourgeoisie, mais on voit bien que c'est une bourgeoisie urbaine. Ce qui est un peu un pléonasme, comme tu dis, finalement, bourgeoisie urbaine. Mais c'est ça. C'est aujourd'hui un peu ce combat d'ailleurs, bourgeoisie, donc habitants de l'urbanité, contre France périphérique, qui est plutôt rural. Et, Rural au mais sens large, petit oui. village, on parle
de Villebourg, Mm. etc. Quand je parle de France périphérique, c'est large. C'est pas que les petits villages de 200 habitants, c'est les petites villes de Il 10 faut quand 000. même rappeler que depuis la création donc, de ce terme bourgeois, les intellectuels, les écrivains ont placé cette opposition entre le rat des champs et le rat des villes, entre celui qui serait un peu dit sophistiqué et celui qui vit à la campagne qui serait simple. Cela se retrouve d'ailleurs dans une partie des pièces de théâtre. On voit par exemple l'opposition entre Don Juan, qui maîtrise le savoir, et son serviteur Sganarelle, beaucoup plus simple. Mais une dualité intéressante, mais qui ne permet pas d'expliquer entièrement ce terme bourgeois. Il y a une deuxième entrée, c'est qu'en ville, il y a des artisans, ceux qui travaillent l'argent, mais il y a également tous les fonctionnaires, les professeurs, ce qu'autrefois on appelait les scribes. Cette bourgeoisie dite intellectuelle va paradoxalement être plutôt du côté du manche. Qu'est-ce- Comment tu la vois, toi, cette bourgeoisie intellectuelle, même si elle est divisée, hein? Elle est divisée, mais effectivement, la bourgeoisie intellectuelle, euh, comment dire, moi je le vois en extrême centre, c'est-à-dire que je vois cet extrême centre-là, on y reviendra peut-être après, mais avec Michéa, Clouscar, etc. Mais c'est une bourgeoisie qui est forcément, on va dire de gauche ou de droite, finalement ça ne sert à rien. C'est une bourgeoisie qui est mondialiste et européiste. L'européisme, c'est un mondialisme. Donc dans tous les cas, ils en font partie. Donc là, si on parle de bourgeoisie intellectuelle, ce serait peut-être ce qu'on définirait plutôt comme à gauche, entre guillemets, du PS jusqu'à la LFI, quoi, qui sont effectivement les profs, les intellectuels au sens large, la culture qu'on peut mettre dedans, et ceux qui seraient plutôt centre-droit, LR, macroniste, plutôt une bourgeoisie d'argent, comme on dit. Euh, mais encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, mais on y reviendra peut-être plus profondément, mais c'est qu'en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Voilà. Pour moi, c'est deux faces d'une même pièce. C'est le, le libéralisme au sens où on l'entend aujourd'hui, pas le libéralisme 18e, mais c'est le libéralisme au Ben, sens très peut- large. peut-être que ces scribes mettent en place ce qu'appelle Gramsci la domination culturelle, quand même. Complètement. Complètement. Ils ont une hégémonie culturelle, c'est évident. Hégémonie culturelle qui va être plutôt, j'allais dire, l'apanage donc de cette bourgeoisie intellectuelle plutôt à gauche, mais où cette bourgeoisie, disons, de droite et d'argent va se retrouver. Puisque ça, c'est toute l'idée de Kluskar et de Michéa, mais c'est le fait que cette bourgeoisie intellectuelle ou culturelle, disons, de gauche, va ouvrir de nouveaux droits, donc de nouveaux marchés qui vont arranger cette bourgeoisie d'argent ou de droite, parce que ça ouvre les possibilités du marché. C'est un marché illimité. C'est le Ouais. marché illimité. Là, là, on est dans quelque chose d'assez abstrait, mais on va donner des exemples concrets. Mmh. Par exemple, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Là, on a une très belle illustration de cette bourgeoisie intellectuelle de gauche, socialiste, qui va imposer, qui essaie d'imposer ses valeurs sur l'ensemble de la population française. Oui, clairement, non, mais clairement. Et c'est toute l'idée, effectivement, de le voir. Enfin, moi, j'essaye de pousser à cette idée-là, c'est de cesser cette division entre guillemets gauche et droite qui nous arrange pas et qui divise plus qu'autre chose, pour voir que cette bourgeoisie-là n'est pas de gauche et de droite, c'est les mêmes. C'est vraiment une bourgeoisie d'extrême centre, c'est une bourgeoisie mondialisée. Encore une fois, c'est un petit peu un pléonasme aussi, parce qu'une bourgeoisie est forcément, quelque part, est forcément mondialiste. Euh, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais euh, c'est encore une fois les deux faces d'une même pièce. Voilà, vraiment. C'est Bah, les deux faces d'une même pièce. C'est on a lui qui eu un est. exemple au Molière où un Oui, personnage est apparu sur scène et qui a commencé à vouloir imposer ses valeurs à l'ensemble de la catégorie des artistes. Et en disant dans une oui, certaine mesure, ben, voilà aujourd'hui ce que c'est que la culture. Alors, à nos yeux, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça encore de la culture? C'est ça. ça C'est c'est parce que bien pour sûr. moi, à partir du moment où un groupe impose ses valeurs à l'ensemble, est-ce que c'est vraiment de la culture? Non, c'est vrai que c'est une très très bonne question. C'est le problème. Mais ça, c'est aussi, tu parlais de Gramsci tout à l'heure, c'est ce que Gramsci avait dit. Il y avait l'hégémonie culturelle, etc. Mais pour parler de cette hégémonie culturelle, il parlait de la société politique, donc disons la finance, l'argent, l'armée, etc., tout ce qui est institutionnel vraiment au sens pur, et la société civile, qui est tout ce qui est culturel. Et il faut imposer pour lui, il fallait imposer ces idées dans la société civile.
donc par la culture, etc. Donc effectivement, à partir du moment où tu as une culture institutionnelle au sens dogmatique, puisque c'est ça la culture, oui, est-ce qu'on peut vraiment encore parler de culture? Parce que la Oui, culture, par essence, elle est transcendante, elle réunit, elle ne divise pas normalement. mais parce que normalement, la culture étant élitiste au sens pur du terme, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès, mais elle émancipe, elle fait monter, hein, tout simplement. C'est ça qui rend libre, c'est la phrase de Peggy, tout ce qui élève unit. Et la culture Hmm. était censée élever et unir. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, mais tu vois un changement de cette bourgeoisie aussi. Moi j'aime bien, il y a une phrase de Marx qui était intéressante où il dit tout prolétaire aspire à être bourgeois. Pour ça que dans sa tête, c'est pas forcément quelque chose de, j'allais dire, négatif. C'est un fait, la bourgeoisie pour lui. Et c'est vrai que tout prolétaire aspire à être bourgeois. Pourquoi? Parce que être bourgeois de base, c'est avoir ce que les Romains appelaient l'otium, c'est avoir du temps libre. Sauf que le temps libre Loisir. pour les Romains, tu vois, ou la scolée chez les Grecs, mais c'était le temps libre pour quoi faire? Pour apprendre. C'était du loisir studieux. Aujourd'hui, Absolument. c'est plus du loisir studieux, c'est du divertissement. C'est du divertissement pascalien au sens, c'est puissance 20 000. Et c'est ça. C'est pour ça que tout prolétaire veut être bourgeois puisqu'il veut avoir du temps libre. C'était le but d'ailleurs des vrais Bah, communistes, etc. alors Les gens- on va revenir un petit peu en arrière justement sur une définition de la bourgeoisie. Le bourgeois, c'est celui qui manie l'argent, c'est le commerçant, l'artisan qui a réussi, le financier, et qui n'a comme seul but justement la puissance de l'argent. C'est son objectif. Il va s'opposer à l'aristocratie. L'aristocratie, normalement, c'est pas l'argent, hein, c'est la gloire, c'est servir le roi, c'est servir Dieu, mais l'argent n'est qu'un moyen. Et on voit s'opposer deux centres de valeur. D'un côté, l'argent, et de l'autre, le service de la nation, même si évidemment c'est très théorique et qu'il y a 1000 exemples qui prouvent que certains aristocrates se sont comportés comme les pires des bourgeois. Mais je parle de valeur. On Oui, retrouve évidemment cette définition du bourgeois qui n'a que comme seul but l'argent au XIXe siècle et Marx va en donner une définition. Quelle est cette définition d'ailleurs du bourgeois pour précisément? Marx, pour Marx, c'est tout simplement le propriétaire des moyens de production, hein. C'est Voilà, celui qui c'est possède celui les moyens. qui, mais là, et là, on va Mais revenir sur peut-être sur notre bourgeoisie socialiste, parce que on assiste à quelque chose. Le bourgeois socialiste, c'est celui qui ne maîtrise pas justement les moyens de production. Il est très éloigné du monde du travail, du monde de l'entreprise. C'est celui qui va distribuer la rente. Et là, on revient dans oui, le monde culturel. Si tu veux faire un film aujourd'hui, tu veux avoir une émission de télé, eh ben, il faut que tu passes sous les fourches codines du Parti socialiste et que tu montres bien patte blanche. Voilà. Donc la distribution. Et oui, c'est la l'apport de Gramsci. oui. C'est l'apport de Gramsci sur Marx. Marx reste sur un point très très économique, et c'est Gramsci qui dit attention, la bourgeoisie, c'est pas que l'économie, c'est aussi la culture, d'où après l'hégémonie culturelle, etc. Donc c'est là l'apport de Gramsci là-dessus. Effectivement, tu as une bourgeoisie d'argent qui a les moyens de production, ou qui a la rente aussi, et tu as aussi une bourgeoisie, donc, qu'on disait un petit peu, bourgeoisie intellectuelle, culturelle, qui eux sont là pour affirmer, qui sont là pour, comment dire, imposer le dogme, pour imposer la métastructure, j'allais dire la métapolitique. Parce que dans la société aujourd'hui du XXIe siècle, le chef d'entreprise, l'artisan, je les classe plus dans les bourgeois, en fin de compte, dans le sens marxiste du terme. Ce sont des gens qui créent des emplois, ce sont des gens qui sont souvent très attachés à leur nation et qu'on retrouve d'ailleurs en soutien du monde souverainiste, parce qu'ils travaillent et ils produisent des richesses. Alors que on a quelque chose d'autre aussi au-dessus de cette bourgeoisie socialiste, c'est la plutocratie. La plutocratie. Là, on a quelque chose de très important. On a nos ennemis dans les plutocrates. Qu'est-ce qu'un plutocrate? Moi, tu veux, moi là-dessus, je mettrais la bourgeoisie, dans le sens auquel je l'entends moi, c'est la plutocratie. Pourquoi? Parce que c'est une division, il faut, comment dire, il faut séparer entre bourgeoisie et la classe moyenne dont tu parlais, les chefs d'entreprise, etc. La classe moyenne travaille encore. C'est encore le fruit de son travail. Elle gagne bien sa vie. Elle peut, j'allais dire, quelque part, vivre comme les bourgeois,
Mais elle n'a pas le pouvoir des bourgeois, cette classe moyenne-là. Elle travaille, elle ne vit pas de sa rente, elle vit de son travail. Aujourd'hui, le bourgeois vit de sa rente. D'où on arrive aujourd'hui, la plutocratie, la bourgeoisie, slash bourgeoisie, si j'ai envie de dire, c'est la financiarisation. C'est aujourd'hui, c'est ça, c'est ceux qui ont les Voilà. moyens financiers et en plus qui effectivement nous dirigent, par le biais de l'Union européenne et cetera. Alors, pour bien que les gens qui nous regardent comprennent, plutocratie, c'est le pouvoir par les très riches, hein. C'est donc des très riches. Là, on n'est pas au niveau du chef d'entreprise, de l'artisan, du médecin. Non, non. C'est bien au-dessus. On est par exemple à Davos, on est à la Commission européenne, on est à ce niveau-là. Ce sont des gens qui ne vont pas aimer la nation, qui vont la On est sur la détester. Et sur la pourquoi d'ailleurs? multinationale. Voilà, les multinationales. Pourquoi les plutocrates détestent-ils donc tant les nations? Parce que c'est la question. On voit, ils veulent l'anéantissement de la nation. C'est sûr, moi je pense qu'il y a une chose très simple, c'est que l'argent est international. L'argent est international, tu as pas besoin de frontières et au contraire, plus tu as de frontières, plus ça les embête. Heu, Exactement, oui. Oui. voilà, donc évidemment, ils sont par nature, cosmopolites. Ils sont par nature cosmopolites, Bah, c'est Il y a, évident. il y a- il y a une chose qui arrête leur pouvoir à tous ces plutocrates, ce sont les lois, ce sont les Bien sûr, citoyens, ce sont ces choses que... Et à partir du moment où il y a des frontières, eh bien, ils doivent répondre devant des hommes politiques, devant des juges. À partir du moment où tu fais sauter tout ça, quels sont les gens qui vont les contrôler? Bah, il n'y a plus bien sûr, personne en fait. Ils sont bien au-dessus sûr, des bien lois, sûr. ils sont au-dessus des États. Je voudrais quand même rappeler que les gens qui ont fait Maastricht en 1992, c'était des chefs d'entreprise, en fait cette plutocratie, hein, des grandes multinationales, qui se sont réunis dans l'ERT, donc une sorte de syndicat de multinationales, et qui ont imposé justement l'abolition des frontières. C'était vraiment leur projet pour ne plus répondre justement au niveau des impôts, des lois, devant les nations. Bien sûr. Et quand on voit la construction européenne, eh bien c'est à peu près la même chose. Nous avons des hauts fonctionnaires, des commissaires, des députés, etc., qui vont recevoir à longueur de journée des lobbyistes de ces grandes entreprises, de ces grandes multinationales. Et c'est ce qui explique un peu la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Tout à fait. De Gaulle déjà avait une vision très négative du bourgeois. Oui. La raison. Oui, oui. Oui, 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 je pense qu'il a raison. Mais c'est vrai que De Gaulle voyait, alors encore une fois, pas la bourgeoisie au sens ni marxiste ni gramsciste, mais pour lui, bourgeoisie égale, alors bourgeoisie égale cosmopolitisme, d'une, et bourgeoisie égale, comment dire? Ceux qui crachent sur la nation, tout simplement. Pour ces raisons-là, pour les raisons que tu viens d'évoquer, justement parce que la nation ne les arrange pas. C'est les c'est les oligarchies financières, quoi, on va dire ça comme ça. Hem, donc chez De Gaulle, forcément, le bourgeois est problématique. Mais parce que c'est un peu la théorie de Janco aussi. Janco va dire: «Les aristocrates et les paysans vont forcément défendre la nation». Parce que l'aristocrate, il peut envoyer son fils défendre, la France parce que c'est son nom qui est en jeu, hein. Le paysan va envoyer son fils parce qu'il faut défendre la terre, hein, parce que c'est la terre nationale, c'est la terre de la patrie. Le bourgeois ne peut pas envoyer son fils se faire tuer puisque, il est obligé d'avoir son fils pour hériter parce qu'on parle d'argent. Et c'est un peu la vision de De Gaulle aussi. C'est un peu moi j'adore cette phrase de De Gaulle qui après, pendant le gouvernement provisoire invite les grands patrons et leur dit: «Eh ben ça me fait plaisir de vous voir, je ne vous ai pas beaucoup vu à Londres». Voilà, tout était dit. Oui, ouais, j'aime bien cette phrase de Gaulle qui explique que c'est la bourgeoisie qui lit Le Monde, hein, et Le Figaro. Les Ligne. Allemands pouvaient défiler au pas de loi sous leurs fenêtres, ça ne les dérangeait pas. Puissent-ils pouvoir dîner en ville? Ah, voilà, il fallait qu'ils puissent dîner en ville, tout allait bien. Ils pouvaient accepter l'invasion. Alors, c'est C'est d'ailleurs l'intérêt privé par-dessus la nation. C'est l'intérêt c'est privé l'intérêt privé par-dessus. au-dessus de la nation. Et il y a aussi un élément intéressant là-dessus. Le plaisir, cette culture un peu bourgeoise urbaine où tout est plaisir, où tout est divertissement. Et bah, à force, quand on commence à goûter à des alcools, on prend les alcools de plus en plus forts et on finit vers la transgression. Et là, cela rejoint peut-être un sociologue très intéressant qui s'appelle Kluskar. Oui, oui, bien sûr. C'est effectivement la bourgeoisie c'est l'art quelque part, l'art de la subversion. C'est la subversion permanente. Ce qu'on peut voir Kluskar le voit pour mai 68.
Lui, c'est ce qu'il appelle les libéraux libertaires. Donc, on en revient à ce qu'on disait au début, cette bourgeoisie qui est ni de gauche, enfin, qui est ni de gauche ni de droite, qui est mondialiste, finalement. Cette subversion crée alors des nouveaux droits, des droits hyper individuels, hyper individualistes de plus en plus. Et ces droits-là créent de nouveaux marchés. C'est pour ça qu'il appelle les libéraux libertaires. Euh, donc effectivement, ces droits sont de la subversion permanente. Et Kluskar le voit en mai 68, mais on en parlait tous les deux. Mais ce que Kluskar dénonce ici pour mai 68, c'est déjà ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Le libertinage au sens littéraire du terme qu'on apprend à D'ailleurs, je l'école. t'arrête Antoine, on fera un petit sort au libertinage, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de définir ce terme. Ma communauté sait que je n'aime pas beaucoup ce mot. Il va falloir lui faire un sort et expliquer pourquoi le libertinage pose Oui. un vrai problème. On n'en dit pas Toi, plus, mais ouais. en tant que professeur de français, de littérature, etc., je pense que tu peux en avoir à dire parce que moi, je trouve que c'est un peu cet amour-là pour les œuvres libertines sont un petit peu un truc de demi-habile, quoi. C'est un petit peu facile. Non, mais c'est pas non plus. Enfin, voilà. Aimer Sade, c'est un truc qu'on fait à 16 ans pour être subversif, quoi. Sade, c'est génial. Bon, Sade, c'est pas si bien que ça non plus, quoi, hein. Faut pas Alors, déconner. Sade, pour ceux qui l'ont lu, c'est très C'est- ennuyeux et j'ai eu l'impression en le lisant, parce que moi aussi j'ai voulu transgresser, parce que c'était dans la bibliothèque un petit peu caché, j'ai eu la désagréable impression de lire un taré, Oui, un oui. pervers. Et je n'ai jamais compris qu'on puisse célébrer le divin Non, marquis. Voilà. exactement. Ce divin Il y a, marquis-là, non. il y a plus, voilà, un peu plus édulcoré, qui est quand même pas mal. C'est les liaisons dangereuses. C'est autre chose. C'est un Mais peu c'est un plus roman édulcoré. moral. Il faut pas oublier, Oui, hein, oui. c'est un roman moral. Et Laclos, il a fait, il a très bien peint des phénomènes qui auraient Oui, dû nous inviter à réfléchir sur la méchanceté du libertin. Mais tout à fait. paradoxalement, la gauche a célébré le libertin. C'est ce paradoxe-là qu'il faudra un jour expliquer. D'ailleurs, Mais c'est bon. je vais Tu parler. retrouves. Oui. Hum. Pardon? Tu retrouves- c'est simplement le liberté, parce que c'est de la subversion, tout simplement. Voilà, c'est Oui. tout. Et Je vais subversion, valeurs morales, etc. Voilà, je vais parler de Philippe Ouais. Muret, pas de l'excellent Philippe Muret, l'écrivain. Et il avait d'ailleurs imaginé un personnage parisien, très bobo d'ailleurs, parce que là on voit bien que on est en train de décrire le bobo socialiste de plus en plus, avec ses donneurs d'ordre, les plutocrates. Philippe Muret, donc, avait imaginé un personnage qu'on appelle l'homo festivus, Oui, celui bien sûr. qui passe son temps à chercher des distractions et qui sera d'ailleurs le cheval de Troie de tous les wokistes et de tous les progressistes, cet Homo Bien festivus sûr. bourgeois. Ouais. C'était Et la qui vote, pause. voilà. Et qui vote Macron au deuxième tour pour faire barrage, pour faire Castor, et qui en a strictement rien à faire de la culture française, de ses terroirs, de ses entreprises, de ses savoirs. Non, non. Ce qui Mais l'intéresse, c'est c'est- essentiellement son petit c'est- plaisir. Bon. bien sûr. Non, non, mais c'est parce que tu vois, c'est Dostoïevski qui en parlait très bien. Son roman Les démons ou les possédés, ça dépend de l'édition qu'on a. Mais il en parlait Alors, en très meilleure bien. édition, le russophone te dirait ce sont les démons. Oui, C'est la meilleure traduction. on est d'accord. On est d'accord. Mais tu vois, il en parlait très bien. Ce libéralisme-là, donc liberté individuelle plus, enfin, c'est vraiment, euh, c'est terrible. Bon, bref, euh, amène à ce nihilisme-là, cette subversion-là. Enfin, le libéralisme amène à cette subversion des valeurs qui t'emmène au nihilisme complet. C'est ça, on en Ah est ben, là. La bourgeoisie, nihilisme, Dos- relativité de valeurs Dos- morales. ouais, je serais quand même là, on va faire un grand parallèle historique, parce que Dostoïevski était un fin connaisseur de la Révolution française, et il avait très bien compris que cette bourgeoisie, donc les scribes, cette bourgeoisie intellectuelle, et de l'autre côté, les frappadingues idéologues marxistes, dans leur union, allaient euh, faire en sorte, bien, aller créer cette révolution bolchevique qui sera une abomination. Il l'avait Oui, oui, non, mais pensé dans les démons, justement, le matérialisme. Là aussi, il faudra bien expliquer pourquoi le matérialisme pose un problème. D'ailleurs, avec libertinage et matérialiste, il faudra bien expliquer qu'ils ouais, allaient engendrer cette révolution qui serait épouvantable. Parce que Dostoïevski connaissait Rousseau
qui lui aussi avait. D'ailleurs, souvent les gens de gauche citent Rousseau à très mauvais escient, mais Rousseau Oui. avait très bien compris que cette bourgeoisie parisienne allait détruire la France par la Révolution française. En fait, il y a une partie de cette révolution qui va être tout aussi abominable que la révolution bolchevique, fondée là aussi Oui, sur l'impérialisme, sur le libertinage, etc. Voilà. mais ce qu'on n'avait pas, enfin, on n'a pas eu le temps de Revoir. voir. Ouais. Non, non, mais ce qu'on n'a pas eu le temps de voir Dostoïevski. Après, je vais enchaîner sur Rousseau, parce que j'ai un truc intéressant à dire sur Rousseau. Mais ce que n'avait pas vu Dostoïevski, enfin, ce qu'il n'a pas vu parce qu'il n'a pas eu le temps de le voir, mais qu'il avait déjà anticipé, c'est que tu as un triptyque libéralisme qui amène au nihilisme par la subversion. Dire, c'est fou. Là, on est à Foucault, tu vois, c'est la phase Foucault, nihiliste. La vérité n'existe pas. La vérité n'existe pas. Il change Donc tout, dans le tout doit être déconstruit et puis on Nouveau fait table rase du Testament, passé. dans le Nouveau Testament, c'est quid est veritas. Tu Mm. vois, Foucault, il arrive, il dit omnia est veritas. Tu vois, tout est vérité. Donc c'est là le problème. Donc c'est du nihilisme. Et ensuite, on arrive là où on en est aujourd'hui, puisque la nature ne supporte pas le vide. L'être humain a besoin de croyances. Et là, tu arrives à un dogme, à une religion sans Dieu, qui est le wokisme. C'est ça. C'est le libéralisme, nihilisme, mais le nihilisme qui reste pas forcément longtemps, parce que tu as forcément, l'homme a besoin, la nature supporte pas le vide, a besoin d'une croyance, et du coup, tu arrives à une croyance matérialiste qui est terrible, qui est le wokisme, qui est en fait un dérivé de Et, l'éthique protestante. et j'ajouterais la religion écologiste, l'escrologie. Oui, ça Voilà, marche aussi, bien sûr. ça se greffe parfaitement d'ailleurs l'un avec l'autre. Et Ouais. pour revenir sur Rousseau, moi j'aime beaucoup cette phrase de Rousseau qui est, je l'ai plus exactement, mais en gros, défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher ailleurs des devoirs qui dédaignent de remplir ici. Celui-ci aime les Tartares ou autre, hein. Celui-ci aime les Tartares pour s'épargner d'avoir à aimer ses voisins. Et c'est exactement ça, la Ouais, bourgeoisie. j'ai pensé à Ils ne la peuvent même phrase, je la pas cherchais. supporter, ils ne peuvent Ouais. pas supporter le peuple français. La meilleure phrase de ça, c'est Glucksmann qui avait dit: je me sens beaucoup mieux à New York qu'en Picardie. Ah ouais, Voilà. c'est Parce que c'est une impardonnable. Moi qui ai un petit quart picard, c'est insupportable. bourgeoisie. Tu vois, c'est parce que c'est une bourgeoisie mondialisée, donc bien sûr, ces gens-là se sentent beaucoup mieux à New York que dans leur terroir, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas vu le terroir finalement. Ils se sentent pas, ils se Alors sentent, il faut ils se sentent rappeler une autre pas concernés. phrase, euh, non pas de Raphaël Glucksmann, mais de BHL, associé à Askolovitch et Pierre Berger, qui avait expliqué que tout ce qui était français, leur est à ces Oui, gens-là, leur est étranger. La baguette, etc. Il y avait il y a chez ces gens de gauche et chez ces bobos, une haine du terroir qui est quasi pathologique. Arriver à écrire une tribune pour vomir sur la France du terroir, là c'est ce on revient au ras des champs et au ras des villes. Je veux dire, qu'avait fait un terme qu'on utilise encore aujourd'hui, mais qui vient pas de nulle part. C'est ce qu'avait fait Cabu, c'était dans Charlie Hebdo ou dans Fluide glaciaire, je sais plus, bref, mais qui avait inventé le beauf. C'est Cabu, c'est Alors, ça alors, qui je vais invente. te donner. Bien sûr, bien sûr. Alors ça a été une invention. Qu'est-ce que je lui en ai Et voulu à Camus? Alors le beauf, c'est le Français. c'était dans Charlie Boire à tir. Hebdo. Ouais, 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 Charlie Hebdo, je pense. Parce ouais, que ouais, je pense. moi, j'ai eu les BD dans les mains du Grand-Duché et tout ça, de ces. Oui, 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 c'est de la haine de la France profonde, forte, chez ces C'est pas bobos. une Oui. censure, c'est pas une censure sur Cabu, que je trouve très drôle sur certains trucs, mais c'est dans l'idée, on comprend que le beauf, en fait, finalement, c'est le franchouillard. Mm. Donc, c'est le mec qui aime Bah, la France, etc. Bah, C'est on en a encore une illustration de la part de cette gauche qui n'arrive même pas à comprendre que des gens puissent aller banqueter au canon français. Ça, ils en ont des sueurs froides. Je veux dire, et c'est là où je parle de pathologie. Parce que là, ouais, il faut qu'ils aillent se faire c'est soigner à une ce niveau-là. pathologie, c'est une pathologie qui est inhérente au fait d'être bourgeois. C'est pour ça que j'en venais avec, je voulais en venir à ça avec Rousseau. Quand tu regardes l'histoire de la bourgeoisie française, en tout cas depuis le XVIIe, on pourra aller plus loin, mais prenons le XVIIe, le bourgeois français a un tropisme étranger. Il a adoré l'Angleterre. Il a adoré le libre-échange anglais, le commerce anglais, Adam Smith, etc. Plus d'autres choses. Bon. Il a ensuite adoré le scientisme rationaliste allemand. C'est ça, il a adoré ça. Il est devenu hegelien, il est devenu complètement. Voilà. Et ensuite, à un tel point d'ailleurs qu'en 40, les bourgeois étaient n'avaient aucun problème à aller dîner en ville, même avec les costumes vert de gris.
à côté de chez eux. Ah, Euh, ça, et ils aimaient bien, oui, ils aimaient bien sucer du casque à pointe, hein, ça. problème. Et après 45, même si ça avait commencé avant, ensuite ça a été un tropisme américain. Mais la bourgeoisie française, ça s'est toujours dégagé de sa francité, j'allais dire. Est-ce qu'ils sont vraiment français? Pour adorer des modèles étrangers. Modèles que l'on retrouve, je veux dire, aujourd'hui, le libre-échange. On dit Angleterre, Allemagne et États-Unis. Moi, je le résume en modèle anglo-saxon. Hein, c'est les mêmes, c'est les Tout à anglo-saxons. fait, tout à fait. Et en fait, c'est la nature même du mondialisme. Le mondialisme qu'on a aujourd'hui est un mondialisme anglo-saxon. D'où où le bourgeois étranger, enfin le bourgeois pardon, français se retrouve très très bien. C'est lui qui parle Bah, franglais, lui voilà. qui parle le Mais langage cyber. moi, c'est mon expérience d'enseignant, de professeur. J'avais des parents, justement, de cette classe, de cette plutocratie, qui me disaient l'important, c'est que mon fils parle anglais avant le Oui, voilà, français, oui, bien sûr, sans comprendre qu'ils étaient en train de détruire l'identité de leurs enfants. Et ça se paie très cher, généralement. bien sûr. Là, c'est une nation qui s'effondre. Mais ils font partie de l'effondrement de la nation. Mais c'est terrible. Mais c'est les mêmes qui vont te dire aujourd'hui, comme Cécile Duflot, qui va te dire, ouais, mais on s'en fout de l'orthographe, finalement. Voilà. Ils recherchent un appauvrissement de la langue française parce que la langue française doit devenir, comme l'anglais, un langage juste, j'allais dire cybernétique, d'une communication basique entre Oui, robots. alors, ouais, ouais, Voilà. sur l'orthographe, je ferai un point, notamment sur la notion d'orthographe. C'est très intéressant parce que l'enseignement de l'orthographe a été imposé pour des raisons égalitaires. C'est Oui, parce, oui, oui, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les aristocrates ne maîtrisaient pas l'orthographe. Il suffit de lire leur correspondance au XVIIIe siècle. Voilà. oui, Les gens qui maîtrisaient l'orthographe, c'est ceux qui avaient étudié. Donc, qui oui, étaient plutôt d'ailleurs de ces scribes dont j'ai parlé, de bourgeoisie moyenne. Donc c'était par souci d'égalité d'imposer l'orthographe. Et aujourd'hui, que ces mêmes bobos, mais de la haute, veulent casser l'orthographe, c'est revenir évidemment en arrière. Il faudrait que je fasse un point sur l'orthographe et la grammaire, pourquoi ce sont deux éléments primordiaux pour la construction de l'intelligence de l'élève. Aujourd'hui, on a des éléments qui expliquent pourquoi la grammaire est une chose euh, indispensable à la construction de notre cerveau. oui, c'est très intéressant. C'est vrai. Et écoute, Antoine, je crois qu'on a fait le tour, mais je voudrais peut-être que tu veux conclure. Une conclusion assez simple. Comment dire? Ce qu'il faut voir dans le terme, pour revenir un peu au début, dans le terme de bourgeoisie, on a dit plusieurs définitions finalement. Ce qu'il faut voir, moi je prends plutôt une définition gaullienne, pardon, qui est plutôt, c'est ce sont les personnes qui s'extirpent de la nation, entre guillemets volontairement, par sociologie, on ne va pas revenir sur Bourdieu, c'est sociologique, etc., mais qui s'extirpent de la nation par une sorte de distinction, hein, comme disait Bourdieu, euh, et qui sont devenus les adversaires ou les ennemis de la nation, et donc de la France et des Français. Moi, je vais mettre dans cette catégorie-là. Donc, effectivement, plutocratie, ça marche très bien parce que c'est ceux qui ont l'argent. Plutocratie et, 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 euh, et oligarchie aussi. Certainement pas Oui. aristocratie au sens grec du terme, parce que c'est pas les meilleurs. C'est Non, non, faussement les non. meilleurs. Voilà. Ce que je rappelle souvent à ma communauté, Aristoi, en grec, c'est le meilleur. Donc, C'est le meilleur. le boulanger qui fait le meilleur pain et qui est reconnu dans le village, c'est un aristocrate au sens étymologique. Le paysan, on en a vu qui se sont révoltés contre l'ordre macroniste, c'était des aristocrates. Oui, tout à Voilà, fait. dans le sens Tout à fait. étymologique. Après, C'est et c'est ça qu'il faut pas, parce que moi je pense que profondément les Français aiment les élites, au sens profond, les élites, hein, les vraies élites. Et du coup, aujourd'hui, la classe dominante, qui ne sont pas des élites, sont cette bourgeoisie-là, cette oligarchie, plutocratie et ouais, cette financière et bourgeoisie socialiste bobo associée à une il y aura plutocratie mondialiste. et il y aura besoin à l'avenir quand même d'une élite, et les Français le savent, une élite qui était l'élite qui avait résisté, par exemple, qui était après 45, ces élites-là étaient ceux qui avaient résisté. Une élite qui était, comme disait Peggy, qui était les hussards noirs de la République et pas les profs qu'on a aujourd'hui, par exemple, pour certains. On va en Euh, parler. voilà.
Mais On en c'est parlera ne pas bientôt. oublier, faut pas confondre ces choses-là dans le sens où il y a certainement, moi je pense que les Français aiment les élites et savent qu'on en a besoin, au sens tocquevillien, et cetera. Enfin bref, et qu'il faudra évidemment remplacer. Et ce seront des élites plutôt aristocratiques, dans le sens les meilleures, à ces Troisième République, j'ai envie de dire, même si la Troisième République n'a pas forcément réussi, mais il y avait cette Ouais, idée-là voilà, c'est la de donner. résistance française avait donné une idée, hein, de ce que pouvait être une élite. D'un côté, tu avais des communistes, tu avais des gaullistes, tu avais des aristocrates, Voilà, c'est ça. des marins. Chaque groupe avait sorti les meilleurs et Effectivement, l'alchimie avait donné ce très beau mouvement qui est le gaullisme. Eh bien, écoute, l'aristocratie Antoine, propre vient voilà, de ça, effectivement. On prendra de toutes les classes sociologiques, on s'en fout. L'aristocratie, ce seront les meilleurs, peu importe d'où ils viennent sociologiquement. absolument. Écoute, je te remercie, Antoine. Je, je pense Merci à que toi, la communauté a beaucoup apprécié tes analyses. Merci et à bientôt. à bientôt.